De la Varsovie juive d'avant la Shoah, vous connaissez peut-être la rue Krochmalna, cette artère haute en couleurs, rendue célèbre par la plume d'Isaac Bashevis Singer. Ou bien la rue Prosna, la seule rue du sinistre ghetto qui existe encore aujourd'hui. Mais la rue Smocze, ou Smocha en polonais, non? C'est normal. Elle était l'une des plus pauvres du quartier juif de Muranov et elle n'apparaît que rarement dans la littérature et les témoignages qui nous sont parvenus. C'est pourtant ce lieu qu'a choisi d'explorer de long en large l'écrivain et traducteur israélien Benny Meir, grand spécialiste de la culture yiddish. Il en livre un portrait exhaustif et passionnant dans un livre, Smocze, biographie d'une rue juive de Varsovie, qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope dans une traduction de Gilles Rosier. Pour en parler, j'accueille son auteur, Benny Meir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dites dans l'introduction de votre livre qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des habitants de Varsovie n'avaient jamais entendu parler de la rue Smocze, ou alors uniquement à travers les rapports de police. La rue était, le quartier n'était ni beau ni hospitalier, et comme je le disais tout à l'heure, la rue n'apparaît que rarement dans la littérature polonaise de l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce qui vous a donc poussé, vous, à vous plonger dans l'histoire de cette rue ? Alors, le nom Smocze est assez connu dans la littérature yiddish. J'aurais dit que on peut trouver le nom de Smocze dans la littérature des écrivains de Varsovie d'ailleurs, et surtout dans la presse yiddish. Alors là, j'ai trouvé pas mal de articles sur cette rue. Et il y a même des poèmes, des chansons qui étaient écrits à l'honneur de cette rue Smocze. Et un de ces poèmes était écrit par Binem Heller, qui est né dans la rue Smocze il y a plus que 100 ans. Et puis, il a écrit ces poèmes en Israël et il a déjà vécu depuis longtemps à Tel Aviv, à l'est de Tel Aviv. Et puis en souvenant de la rue Smocze, en souvenant de sa sœur Chayele qui était occupée de ses frères, de ses sœurs, et y compris lui-même. Et en souvenant de Chayele, il raconte son histoire, leur histoire, et finalement, il dit que lui, il est le seul à se rappeler de cette sœur Chayele, et c'est pour ça qu'il écrit ces poèmes en yiddish pour qu'elle puisse arriver chez elle. Alors ce poème dont vous parlez, c'est Mein Schwester Chaye, qui a été mis en musique par Chava Alberstein. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes intéressé. Oui, exactement. Je pense que c'est la première fois où j'ai entendu le nom de Smocze, où ça émouvait, ça donnait la motivation, ça m'a motivé de chercher, de faire revivre ces habitants, ces petits gens de la rue Smocze, comme Chayele, comme Binem Heller lui-même. Alors ce que vous expliquez, c'est que Binem Heller, il porte un regard assez nostalgique finalement sur cette rue Smocze. Est-ce que les autres poètes qui ont écrit sur cette rue ont le même rapport à la rue? Est-ce qu'ils ont aussi ce sentiment de tendresse finalement? Alors, je pense qu'ils sont tous ambigus parce que d'un côté, ils ont la nostalgie pour Smocze, pour cette Varsovie juive de l'époque. Mais de l'autre côté, ils sont assez critiques. Et donc, j'ai trouvé l'escalier brisé, l'expression escalier brisé, pas seulement dans cette chanson, de ces poèmes de Binem Heller, mais dans plusieurs témoignages de l'époque. Et c'est vrai que le nom est assez lié à la pauvreté. Et pauvreté de la rue Smocze et de la Varsovie juive. Et je voulais trouver la richesse parmi le pauvre gens, la richesse de la vie culturelle, de la vie religieuse, de la vie sociale de ces gens.
Alors justement, s'agissant de la pauvreté, ce que vous avez pu trouver, c'est vraiment des témoignages de misère, de gens qui vivent dans les caves. Or, ce que vous montrez, c'est que finalement, la réalité était beaucoup plus contrastée que ça. Il y avait des commerçants, il y avait des prêteurs sur gage, il y avait des propriétaires. Voilà, il y avait plus d'opulence que ce qu'on pouvait croire. Oui, oui, bien sûr. La littérature et la presse sont attirées par les cas extrêmes de la réalité. Donc, bien sûr qu'il fallait trouver les gens qui habitaient entre les greniers et les caves, les chambres de bonne et les caves. Il y avait 5 étages entre ces deux extrêmes. Mm-hmm. Et les gens normaux, les gens de quotidien de Varsovie, ça veut dire des socialistes, du Bund, et ça veut dire les synagogues de la rue, même les théâtres. Il y avait un grand théâtre dans la rue Smoche, au milieu, au cœur de la rue Smoche. On va y revenir. Alors justement, sur le plan politique, on voit qu'il y a une grande diversité de convictions dans la rue Smoche, des socialistes, des communistes, des gens du Bund. Comment est-ce que tous ces différents militants cohabitent dans cette rue ? Alors c'est l'histoire de cette Varsovie juive, parce que il y avait tout un mélange de juifs, de non-juifs même, qui habitaient ensemble et qui vraiment bien sûr ce n'était pas la vie idyllique il y avait tas de problèmes, mais pourtant ils ont arrivé à vivre ensemble. C'était une population qui avait une conscience politique très forte apparemment. Il y avait des grèves d'ouvriers, de boulangers. C'était pas juste des habitants qui vivaient dans la misère. Il y avait une vraie conscience politique. Oui, bien sûr. Chacun avait son mouvement et ses mouvements politiques, tout cela, chacun était attiré par les forces sociales de l'époque, oui. Est-ce que cette rue a donné des personnalités politiques d'envergure importantes ? Alors, je ne sais pas si la rue Smoche elle-même, mais bien sûr qu'il y avait des gens de lettres qui ont grandi dans cette rue, comme par exemple Binemeller, comme un autre écrivain, Kalman Chaim Heicherik, qui a écrit toute sa vie, qui a lutté pour la connaissance de son œuvre. Et oui, il y avait parmi ces petits gens, on pouvait trouver les noms célèbres de l'époque. Sur le plan religieux, c'est aussi une rue très diversifiée, avec des juifs très religieux, des juifs très laïques. Quelle diversité vous avez trouvée ? Alors, bien sûr qu'on pouvait trouver la synagogue, comme j'ai déjà dit, comme j'ai déjà noté, et au milieu de la rue Smoche, mais de l'autre côté, on pouvait trouver le théâtre de Smoche, et qui était un grand institut. Il y avait 1000 sièges dans ce théâtre. Il était actif 7 jours par semaine, et même le Shabbat, même vendredi soir. Et le répertoire de ce théâtre était assez varié. Mais j'aurais dit que le sujet principal de ce théâtre, c'était la mélodrame d'une fille séduite par le malin. Et vraiment, la public, et identifié avec ces sujets. On aurait pu penser que le théâtre était quelque chose d'un peu secondaire dans la vie de ces habitants qui, pour la plupart, quand même, vivaient dans des conditions très difficiles. Vous expliquez qu'il y avait beaucoup de suicides à l'époque, beaucoup d'expulsions de leur logement. Or, non, le théâtre avait une place centrale. Qu'est-ce qui les attirait tant ? Alors c'est vrai que la public s'est identifié avec ces gens-là dans les pièces de théâtre, et il y avait pas mal de stars qui ont joué dans ce théâtre, comme Peisarke Burstein, le père de Mike Burstein.
Il était vraiment un grand star. Il raconte dans son autobiographie ses expériences-là et dans le théâtre de Smoche. Et il y avait aussi Benzion Wittler, qui c'est un grand chanteur et chansonnier. Et puis il a aussi joué là-bas. En plus, c'était un théâtre très accessible, finalement. Le prix des places était assez bas. C'est le prix, oui. D'accord. Sur l'offre éducative, sur les écoles, vous dites que Smoche s'est enrichi de nombreuses écoles et qu'elle a produit une intelligentsia juive. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et c'est vrai que c'était le berceau de l'intelligentsia juive. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de gens qui ont envoyé leurs enfants avec des efforts et aux écoles juives. Et après que j'ai achevé le livre, je trouvais que dans la rue Smoche, au coin de la rue Novolipie, il y avait quatre écoles, dont 2 écoles polonaises pour les enfants juifs, une école en yiddish, une école Tzisho, et l'autre école en hébreu, école Tarbut. Donc c'est vraiment un microcosme de cette vie d'éducation oui. Les jeunes dont vous parlez dans le livre délaissent le yiddish à l'époque, se tournent de plus en plus vers le polonais. Pourquoi? Alors, ça c'est la tragédie d'histoire de la Varsovie juive, parce que les enfants ont déjà appris le polonais. Bien sûr, ils voulaient être intégrés dans la vie sociale, la vie intellectuelle de la Pologne, et malheureusement c'était bloqué. Il y avait le numerus clausus dans les universités. Et puis ils ont resté comme ça. Mais avec tout cela, je pense que la culture yiddish a progressé, la culture yiddish a fleuri il y avait quand même un désir de modernité, voire de partir de cette rue pour aller dans le vaste monde, finalement. Oui, mais je pense que la rue elle-même a apporté cette modernité aussi. Oui. Vous avez rencontré des gens qui ont vécu dans cette rue, même quand ils étaient tout petits. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux que ne vous ont pas appris la presse et la littérature? Oui, c'est très intéressant parce que je trouvais très peu des habitants de la rue Smoche, parce que bien sûr, depuis longtemps. Parmi eux, il y avait un enfant, une fille de la rue Smoche qui à l'époque s'appelait Necha Eppelboim, et je l'ai rencontrée à Nazareth, et il y a quelques ans, bien sûr, elle avait presque 90 ans à l'époque. Elle m'a raconté de son enfance, elle m'a complété les odeurs de la rue, les images, les kiosques, le cinéma de la rue. Elle m'a raconté tout cela. Elle m'a même parlé des couleurs qu'elle a vécues là-bas. Et là, bien sûr que ça manque dans le très peu de photos qui restent de Smoche. Alors ensuite, Smoche a été au cœur du ghetto de Varsovie. Est-ce que beaucoup d'habitants avaient réussi à fuir avant ou à s'exiler? Alors malheureusement non. Et c'est vraiment c'est une autre tragédie de la rue. Oui, c'est vrai que Smoche était au cœur du ghetto et après à la frontière du ghetto, et plus tardif. Et c'est vrai que la plupart des habitants étaient arrestés là et puis envoyés à Treblinka. Et malheureusement, je n'ai même pas trouvé les noms de ces gens-là. Et parmi les noms de Yad Vashem, donc c'est vrai que la dernière fois et la première fois que ces noms ont paru, et c'était dans le livre. Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui qui reste de cette rue Smoche que vous avez si longtemps arpentée? Oui. Alors je pense que ça suffit qu'elle reste. C'est vraiment elle revivre dans l'esprit de
Et dans l'esprit des communautés juives dont on parle, parce qu'elle était tellement méprisée, elle était tellement mal traitée que je pense que ça suffit qu'elle reste dans notre histoire. D'autant qu'on parle d'une rue où il y avait quand même plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Vous dites que c'est l'équivalent d'une petite ville en Israël. Oui. Donc c'est pas une rue anecdotique. Oui, c'est pas. Oui, il y avait cette rue oui, il y avait. C'était comme un shtetl de l'époque, et puis il y avait 40, 50, 60 000 des habitants, je ne sais pas exactement, parce qu'il n'y avait pas de... Et on ne sait jamais, mais je pense, oui, ça mérite de les connaître, de faire la connaissance avec eux. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre, Smocze, biographie d'une rue juive de Varsovie, de Benimer. Merci. Merci beaucoup. Mein Schwester Chaim de grüne Augen, mein Schwester Chaim de schwarze Zepp, de Schwester Chaim osot mich der Zeugen, auf Smocze Gassen Haus mit krumme Trepp.